Kin Monde, le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Kin Monde. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici tout de suite les sommaires. À l'Assemblée nationale, une commission spéciale installée pour examiner les pétitions contre 5 membres du bureau. Ebola au Kasaï, l'OMS se veut rassurante, la flambée est sous contrôle. Kinshasa célèbre les lettres ouverture vibrante de la grande rentrée littéraire 2025 au centre Wallonie-Bruxelles. Les développements, c'est tout de suite. La Chambre basse du Parlement a mis en place ce mercredi 17 septembre une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions visant Vital Kamerhe et 4 autres membres du bureau. La décision prise à l'issue du plénière tendu ouvre une séquence politique délicate sur fond de débats, de procédures et d'enjeux de gouvernance. Emmanuel Medina nous en parle. Réunis ce mercredi 17 septembre 2025 en deuxième séance plénière de la session extraordinaire de septembre, l'Assemblée nationale a procédé à l'installation d'une commission spéciale temporaire chargée d'examiner 5 pétitions visant le membre du bureau. Sont concernés par ces démarches Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, rapporteur, Dominique Munongo Inamouzi, rapporteur adjointe, Chimène Polipoli, questeur et Grace Neima, questeur adjointe. La séance, présidée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbaï, non visé par les pétitions, assisté de Christophe Mbosso, deuxième vice-président, avait un seul point à l'ordre du jour, la mise en place de la dite commission. 2 principaux débats ont animé les échanges. Les premiers concernaient la procédure. Fallait-il, conformément à la tradition, lire les pétitions en plénière ou les transmettre directement à la commission? Les seconds portaient sur la composition. Certains élus plaidaient pour 5 commissions distinctes, une par pétition, tandis que d'autres soutenaient la création d'une seule commission pour garantir l'efficacité. D'autres députés ont élargi les débats en rappelant que les priorités nationales, notamment les questions sécuritaires dans l'est du pays, ne devaient pas être éclipsées par des tensions internes au bureau. À l'issue de ces discussions, la plénière a tranché sur base de l'article 31 alinéa 6 du règlement intérieur en faveur d'une unique commission spéciale et temporaire. Celle-ci aura 72 heures pour auditionner les parties concernées et remettre son rapport à l'Assemblée. Notez que les représentants de groupes parlementaires ont été désignés séance tenante, permettant l'installation immédiate de la commission qui entamera ses travaux dès ce jeudi 18 septembre. Kin Monde vous informe en temps réel. Le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, veut rompre avec les dérives qui gangrènent le système judiciaire congolais entre réformes structurelles, digitalisation, lutte contre la corruption et poursuite de crimes de guerre. Sa feuille de route s'annonce comme une véritable thérapie de choc. Suivez. À peine entré en fonction, le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, affiche un ton résolument ferme. Lors de son tout premier briefing à la RTNC mercredi, il a dressé un état des lieux sans complaisance de l'appareil judiciaire congolais, miné par la corruption, la mafia institutionnalisée et des conditions carcérales indignes. Une chaîne de dérives mafieuses gangrène notre justice, des magistrats jusqu'aux auxiliaires, a dénoncé le ministre. Un diagnostic clair qui appelle des sanctions exemplaires et des réformes structurelles de fond. Sa feuille de route prévoit notamment la digitalisation des procédures judiciaires, la création d'un parquet financier indépendant et la modernisation des infrastructures pénitentiaires. Pour Guillaume Ngefa, restaurer la crédibilité de la justice passe également par l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des acteurs judiciaires. Il promet un dialogue soutenu avec le Conseil supérieur de la magistrature pour mettre fin aux pratiques déviantes qui minent le secteur. Autre pilier de sa réforme, la consolidation de l'état de droit à travers une répartition équitable des infrastructures judiciaires sur les 26 provinces du pays. Le ministre entend adapter la carte judiciaire au découpage administratif afin de rapprocher la justice des citoyens. Sur le plan sécuritaire, Ngefa a annoncé un tournant dans la gestion des affaires criminelles à l'est du pays. Aucun auteur de crimes de guerre ne sera épargné, a-t-il prévenu, marquant ainsi sa volonté de mettre fin à l'impunité.
Enfin, le ministre a réaffirmé une priorité centrale, restaurer la confiance des citoyens dans une justice équitable, efficace et humaine. Un engagement fort pour un ministère souvent critiqué qui veut aujourd'hui tourner la page de l'immobilisme. Kin Monde vous informe en temps réel. Et puis la grande rentrée littéraire 2025 a lancé ses hostilités ce jeudi à Kinshasa, confirmant une fois de plus que les mots ont encore leur place dans les tumultes de l'actualité congolaise. Au-delà des lancements d'ouvrages et des applaudissements, c'est tout un message de résistance intellectuelle et d'espoir qu'ont porté les écrivains. Une preuve que la littérature n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une société qui cherche à se reconstruire. Kin Monde vous informe en temps réel. Dans un autre registre, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, la Fondation Jean-Claude Sungula, en partenariat avec Tobongisa ASBL et d'autres organisations de jeunesse, a soutenu un atelier de formation à Kalamou. Objectif, outiller les jeunes à promouvoir la paix, lutter contre les discours de haine et devenir des acteurs engagés du vivre ensemble dans leur communauté. Dans le cadre du projet Pamoja Day, initié à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre, la Fondation Jean-Claude Sungula s'est associée aux efforts de sensibilisation en faveur du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Reconnue pour son engagement dans l'éco-social et communautaire, la Fondation a soutenu un atelier de formation axé sur la production et la diffusion de messages de paix, ainsi que sur la conception de projets communautaires visant à lutter contre les discours de haine. Organisée dans la commune de Kalamou, cette activité a réuni une cinquantaine de jeunes, des responsables de services administratifs locaux et quelques personnalités publiques. Ensemble, ils ont réfléchi aux moyens de transformer leur milieu de vie en espace de dialogue, de respect et de solidarité. Et Kondenyembo Héritier, coordonnateur national de Tobongisa ASBEL et initiateur du projet, a lancé un appel fort à la jeunesse congolaise. La paix ne peut se construire sans la participation active des jeunes. Il est temps que le gouvernement les considère comme des partenaires de développement et non comme de simples outils de manipulation politique. Il a également plaidé pour l'application effective de la politique nationale de la jeunesse, de la Charte africaine de la jeunesse, de l'agenda 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU, sur jeunesse, paix et sécurité, ainsi que d'autres instruments juridiques nationaux et internationaux en faveur de la jeunesse. Le projet Pamoja Day est porté par Tobongisa ASBEL en partenariat avec plusieurs organisations de jeunes, la Coalition Jeunesse, Paix et Sécurité, IALI RDC, Pamoja PIS, le Conseil communal de la jeunesse de Kalamou, ACLDH, APJAS RDC et les jeunes du CSC. L'atelier a permis aux participants d'identifier les problématiques liées au non-vivre ensemble, de concevoir des projets communautaires réalistes et de formuler des messages de paix ciblés, notamment pour contrer des discours haineux, tribalistes ou discriminatoires, diffusés aussi bien dans l'espace public que sur les réseaux sociaux. À l'issue de la rencontre, les jeunes se sont engagés à devenir des relais actifs de paix dans leur communauté. Kin Monde vous informe en temps réel. En santé, 2 semaines après la résurgence du virus Ebola dans la province du Kasaï, l'OMS affirme que la situation est en voie de maîtrise. Grâce à la vaccination ciblée et aux efforts de terrain, aucun nouveau cas n'a été enregistré en 24 heures. Les détails, c'est dans cet élément. Le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a tenu ce jeudi 18 septembre une vidéoconférence de presse consacrée à l'épidémie d'Ebola en cours dans la province du Kasaï en République démocratique du Congo. Au cours de cet échange avec les médias, plusieurs experts de l'OMS ont présenté les données actualisées de la flambée, les progrès réalisés dans la riposte, les défis persistants et les prochaines étapes envisagées. Parmi les intervenants figurait le Dr Patrick Otim, responsable de programme au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, la Dr Jeannette Diaz, chef de l'unité soins sur et évolutifs au siège de l'OMS, ainsi que la Dr Sheila Nassiriboué, chargée des urgences sanitaires pour la vaccination. Les journalistes présents ont eu l'opportunité de dialoguer directement avec les experts, d'obtenir des précisions sur les stratégies mises en œuvre et d'évaluer la situation sur le terrain. Interrogée par Actu10, la Dr Sheila a indiqué que la flambée est désormais en voie de maîtrise. À ce jour, la province du Kasaï compte 38 cas enregistrés, dont 10 décès probables, c'est-à-dire des personnes décédées sans prélèvement effectué pour confirmation. Cela fait 2 semaines que la flambée a été déclarée, et si la situation n'était pas maîtrisée, nous serions bien au-delà de la zone de Boulapé, a-t-elle souligné, saluant l'efficacité des premières mesures de confinement et de surveillance.
Au cœur de la riposte figure la vaccination ciblée, présentée comme un élément clé dans la réduction de la transmission. Cette vaccination visait à ralentir la propagation. Aujourd'hui, nous sommes à une vitesse normale et, avec le temps, nous atteindrons un contrôle total de la situation, a-t-elle assuré. Des signes encourageants sont déjà visibles. Aucun nouveau cas n'a été signalé ces dernières 24 heures. C'est un progrès sur lequel nous pouvons construire, a conclu la Dr Sheila, tout en appelant à la poursuite des efforts communautaires et à la vigilance. Kin Monde vous informe en temps réel. En société, face à une insalubrité galopante, Kinshasa, capitale de la RDC, croule sous les déchets avec les égouts bouchés et un accès à l'eau potable toujours aussi précaire. Une situation critique qui menace la santé publique et indigne les habitants, de plus en plus nombreux à réclamer des mesures concrètes. Kinshasa, mégapole effervescente de la République démocratique du Congo, est confrontée à une crise d'insalubrité d'une gravité inquiétante. Montagne d'ordures abandonnées dans les rues, dans plusieurs communes, notamment les plus défavorisées, la situation alimente de vives inquiétudes. Les risques d'épidémie, choléra, paludisme, fièvre typhoïde se multiplient dans un contexte déjà marqué par l'insuffisance des soins de santé et de manque d'accès à l'information sanitaire. Face à ce constat alarmant, la colère gronde. Nombreux sont les habitants qui dénoncent l'inaction des autorités locales et réclament des réponses concrètes. Micro en main, ils interpellent l'État et appellent à une mobilisation collective pour redonner à la capitale sa dignité perdue. Jusqu'où faudra-t-il attendre pour que l'insalubrité cesse d'être perçue comme une fatalité à Kinshasa? Au-delà des plaintes, la crise de l'insalubrité à Kinshasa soulève une question plus large, celle de la gouvernance urbaine et de la responsabilité citoyenne. Si l'État a un rôle central à jouer dans l'assainissement et la gestion des déchets, les habitants, eux aussi, doivent être impliqués dans des actions durables. Sensibilisation, civisme, partenariat public-privé, autant de leviers à activer pour espérer une capitale plus propre, plus saine et à la hauteur de ses ambitions. Kin Monde vous informe en temps réel. En sport, blessé au genou lors du match RDC-Sénégal, Yohan Wissa manquera les chocs de Ligue des Champions entre Newcastle United et le FC Barcelone. Un coup dur pour les Magic, mais aussi pour les Léopards, alors que l'attaquant pourrait également rater les éliminatoires du mondial. Blanchard Mundele nous en parle. Newcastle United devra composer sans l'un de ses atouts offensifs, l'international congolais Yohan Wissa, pour le choc de Ligue des Champions contre l'FC Barcelone ce jeudi 18 septembre. L'attaquant s'est blessé au genou lors de la récente trêve internationale à l'occasion du match opposant la République démocratique du Congo au Sénégal. Bien qu'il ait exprimé son souhait de figurer dans le groupe, l'encadrement technique du club anglais, en concertation avec le staff médical, a décidé de ne prendre aucun risque. Eddie Howe, entraîneur des Magpies, préfère jouer la carte de la sécurité. Wissa est considéré comme un élément essentiel dans le dispositif de Newcastle, notamment en vue d'une saison dense sur plusieurs fronts. Son indisponibilité est estimée entre 4 et 5 semaines, selon les premières évaluations médicales relayées par la presse britannique. Ces contretemps pourraient également compromettre la participation de Wissa au prochain rendez-vous des Léopards de la RDC face au Togo et au Soudan, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. En grande forme avant sa blessure, en témoigne son doublé lors de ses dernières apparitions sous les couleurs congolaises. L'attaquant voit sa dynamique interrompue au mauvais moment. Son retour dépendra des conclusions des examens complémentaires attendus dans les prochains jours. Kin Monde vous informe en temps réel. Toujours en sport, pour leur première sortie au tournoi zonal qualificatif à la Ligue des champions féminines, les champions de RDC ont été battus 2-0 par les FC Ebeloa du Cameroun. Un revers qui complique déjà leur parcours à Malabo en Guinée équatoriale, malgré une prestation volontaire mais insuffisante face à des Camerounaises plus réalistes. Blanchard Mundele revient. La République démocratique du Congo a connu une entame difficile dans le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC 2025. Représentée par le club de football Académie Sichana, champion de la RDC, l'équipe s'est inclinée par un score de 2-0 face au FC Eboloa du Cameroun ce mercredi 17 septembre lors de la première journée disputée à l'Estadio de Malabo en Guinée équatoriale. Dès la 4e minute, les Camerounaises ont ouvert les scores par l'intermédiaire d'Ornella Bolou, profitant d'un mauvais renvoi de la défense congolaise sur un coup franc.
La RDC a ensuite tenté de revenir dans la partie, mais une erreur défensive à la 54e minute a permis à Raissa Nanga de doubler la mise pour les FC Eboloa. Malgré plusieurs tentatives, les académiciennes n'ont pas réussi à inverser la tendance. Le score de 2-0 est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final, marquant une entrée manquée pour la RDC dans ce tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminines de la CAF. Les représentantes congolaises devront rapidement se remobiliser avant leur deuxième sortie prévue ce samedi 20 septembre à 12h, toujours à l'Estadio de Malabo, face au club local d'Agosto Feminimo. Kin Monde vous informe en temps réel. C'est par cet élément que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, les rappels de titres. À l'Assemblée nationale, une commission spéciale installée pour examiner les pétitions contre 5 membres du bureau. Ebola au Kasaï, l'OMS se veut rassurante, la flambée est sous contrôle. Kinshasa célèbre les lettres, ouverture vibrante de la grande rentrée littéraire 2025 au centre Wallonie-Bruxelles. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.actudis.com. Au revoir.